Bonsoir et bienvenue à tous, c'est encore nous, je suis très heureux de vous accueillir dans votre club de 28 minutes. Ils sont venus, ils sont tous là, ce sont nos clubistes, journalistes, essayistes, éditorialistes et dessinateurs qui vont se pencher sur l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans le dossier du financement libyen de sa campagne de 2007. Dans quelques semaines, il sera le premier ancien président à dormir en prison. Ce qui s'est passé aujourd'hui est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Alors, l'état de droit est-il abîmé par une décision d'une sévérité inédite prise par des magistrats partisans ou au contraire renforcé par un jugement démontrant que désormais nul n'est au-dessus des lois, pas même les politiques les plus puissants? On en débattra. Puis nous accueillons notre invité de la semaine, l'historien Bruno Filini est un grand voyageur. Il nous entraîne à la découverte de la France australe, les Kerguelen, l'archipel Crozet ou encore les îles Éparses. Ces fascinants cailloux dépeuplés, posés aux confins des mers du Sud où flotte encore le drapeau tricolore. Et en fin d'émission, nous retrouverons qui ça? L'étonnant David Cassel-Lopez, bien sûr. Salut David. Bonjour Renaud. Mais de quoi allez-vous nous parler ce soir? Des camions. Ah bah oui, en effet, je n'avais pas vu. Merci David, à tout à l'heure. Alors bonne route. Voici donc le programme du club de 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Marjorie Adelson. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver, bienvenue à vous et bienvenue Frédéric Seiss. Bonsoir Renaud. Merci. Bienvenue à tous les deux, voici nos clubistes de ce soir. Bonsoir Philippe Manière. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes essayiste et président cofondateur de Vae Solis Communication. Bienvenue à vous. À vos côtés, Nesrine Slaoui. Bonsoir Nesrine, bienvenue. Bonsoir. Écrivaine et journaliste. À vos côtés, Isabelle Saporta. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Essayiste et éditorialiste. Et puis au pupitre, on retrouve qui ça? Mais c'est l'ami Pascal Gros, ça alors? Bonsoir Renaud. Salut Pascal, ça va? Ça va très bien. Et Pascal, dessinateur de presse, bien sûr. Vous dessinez notamment, je le rappelle, pour Marianne et l'Humanité. Tout de suite, Frédéric, la première actualité de la semaine, c'est le débat qui s'enflamme en France autour de la taxation des ultra-riches. Oui, d'ailleurs, si vous êtes un ultra-riche, plus de 100 millions d'euros de patrimoine, alors en ce moment, vous avez les oreilles qui sifflent, pas seulement à cause de cette désormais fameuse taxe Zuckman, soutenue par 3/4 des Français. Le député de gauche, François Ruffin, potentiel candidat à la présidentielle, propose même, lui, d'aller plus loin. Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait des mesures contraignantes qui soient mises sur ceux qui, finalement, choisissent de ne pas appartenir à la patrie, ceux qui menacent en permanence de fuir, de partir. Je veux dire, oui, il faut des mesures contraignantes. Pourquoi pas une privation des droits civiques ? Et pour éviter l'exil fiscal, l'économiste Thomas Piketty propose, lui, pourquoi pas des arrestations à l'aéroport et un gel des avoirs pour ceux qui voudraient fuir. Isabelle Saporta, ces propositions, ce débat, il vous semble bienvenu ou bien ça vous paraît être une surenchère irréaliste? Écoutez, je souris parce que je trouve qu'on a un niveau d'hystérisation des débats qui est complètement ahurissant. Parce qu'effectivement, à ma gauche, on a ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire effectivement François Ruffin avec les droits civiques qui tomberaient, Piketty qui est prêt à arrêter les ultra-riches dans les aéroports. Mais à ma droite, si je puis me permettre, on a le MEDEF qui est quand même gratiné aussi, qui se vit en Che Guevara quasiment maintenant du MEDEF avec, d'abord c'était une manifestation, maintenant c'est un grand meeting le 13 octobre. Bon, pour faire pleurer dans, je sais pas, dans des chaumières plaquées or, vous voyez, c'est quand même un tout petit peu compliqué. On a le député Éric Ciotti qui commence à dire que c'est l'URSS. On a le patron de la banque d'investissement qui est normalement, vous savez, cette banque qui investit sur les entreprises. La BPI, la Banque publique d'investissement. Publique d'investissement, qui dit qu'effectivement, tout ça est complètement grotesque. Tout ça manque un peu de nuance, si je voilà. de part et mais d'autre. si vous voulez, ça n'a... Mais c'est surtout qu'il va falloir trouver un chemin commun. Et ce chemin, ce sera forcément vers plus de taxation. Donc autant y aller et arrêter de se taper dessus, quoi. Philippe Manière, interdire d'aller vivre ailleurs comme ça serait applicable en termes de droits communautaires et français? Ça m'étonnerait, mais surtout, j'espère que non. Enfin, moi, je suis très étonné de voir la dérive, là, depuis quelques jours, des commentaires autour de ce sujet. On est quand même un pays libre. Il y a quand même en France une tradition de liberté publique. Et l'idée qu'on puisse confisquer, arrêter... honnêtement, je suis
presque heureux d'avoir vécu assez vieux pour voir la quantité de gaudrioles qu'on entend aujourd'hui. Et très tranquillement, les gens vous disent... Ils veulent échapper à l'impôt, le fait d'avoir de l'argent est aujourd'hui considéré comme un crime. Enfin, on est vraiment chez les dingues. Alors, tout ça nous renvoie quand même, malheureusement, à un ingrédient important du débat public français, héritier du jacobinisme, et il y a d'autres antécédents, mais où, en quelque sorte, au bout d'un moment, qui veut la fin veut les moyens, les personnes ne comptent pas, on est coupable parce qu'on a une particule. Alors aujourd'hui, c'est le fait de gagner sa vie convenablement ou d'avoir créé une entreprise. Je voudrais juste rectifier tout à l'heure sur le MEDEF. Je ne vois pas très bien pourquoi le MEDEF n'aurait pas le droit de faire un meeting alors que les syndicats en font toutes les semaines sous vos applaudissements, d'une part. Et d'autre part, quand vous dites plaqué or, le MEDEF, je crois que le nombre d'adhérents, le nombre de salariés moyens du MEDEF, c'est de salariés moyens d'une boîte de MEDEF, c'est 40 personnes et les patrons doivent gagner en moyenne 3 000 euros. Alors un mot, parce qu'il faut que Nesrine Saoui prenne la parole. Vous n'avez pas applaudi. C'est les gens que vous connaissez. Ce que je veux dire, c'est que Michel Picon, qui est le patron plutôt effectivement des PME... Non, c'est pas les PME, c'est une toute petite boîte. C'est lui, il trouve ça grotesque. Donc, vous voyez... C'est petit commerçant, lui, c'est autre chose. Nesrine Saoui, alors s'agit-il de punir les riches, comme le disait Philippe Manière, et est-ce que là c'est dangereux du point de vue des libertés, ou est-ce qu'il s'agit de mieux répartir l'effort fiscal? En l'occurrence, ces mesures d'ailleurs, ces menaces évoquées par Thomas Piketty ou par François Ruffin qu'on a entendu, portent plus sur ceux qui refuseraient de payer l'impôt en s'exilant fiscalement, par exemple. Déjà, pour apaiser un peu le débat, il faut dire que ça concerne 1800 foyers, quand même, c'est pas énorme non plus en France. Et Thomas Piketty, donc l'économiste, a souligné que la taxe Zucman, donc qui est débattue en réalité de 2% du patrimoine des plus riches, c'est en réalité rien du tout. Le point porte sur l'outil professionnel, on le sait. La menace que ça peut faire peser sur les entreprises. Oui, mais c'est pas en fait, c'est pas tellement une question d'économie ou d'entreprise, là, c'est une question de justice sociale et de justice fiscale. En fait, je ne comprends pas pourquoi on dit qu'on veut confisquer de l'argent aux plus riches, alors que c'est eux qui confisquent l'argent qui devrait être justement... Mais parce qu'on a une dette publique. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on pourrait... c'est à cause d'eux? Évidemment que c'est en partie. Ah bon? Mais bien sûr, parce que la fiscalité n'est pas suffisamment redistributive. La plus redistributive de l'OCDE. Est-ce que je peux terminer? Allez-y. Merci beaucoup. mais vraiment, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question de santé, c'est une question d'éducation, c'est une question d'accès à des services publics qui est menacée par cet argent public qui est, en fait, qu'on nous n'avons pas dans nos caisses. Si on laisse les plus riches ne pas être taxés, quand on le voit, mais pas proportionnellement par rapport à l'argent qu'ils gagnent. C'est-à-dire qu'on le sait, les systèmes des holdings, on connaît tous les systèmes qui permettent de se défiscaliser ou en tout cas de baisser sa fiscalisation. Et c'est assez problématique parce qu'on est dans une situation en France, je pense que vous le sentez, que le pays est au bord d'une tension sociale importante, qu'il y a un vrai ras-le-bol là-dessus. Marjorie. Isabelle Saporta, il y a certains pays où les citoyens peuvent être taxés à vie, y compris quand ils ne vivent plus dans le pays. C'est le cas, par exemple, des États-Unis, qui est pourtant un pays qui est très libéral. Est-ce que c'est impossible d'imaginer ce genre de solution aujourd'hui en France? Non, et puis d'ailleurs, vous avez parfaitement raison. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Nesrine, aux États-Unis, depuis 100 ans, il y a une taxation sur les holdings qui aujourd'hui échappe aux impôts en France. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on est dans un moment où, puisque vous êtes très pointu sur ces questions de chiffres, effectivement, il y a beaucoup de chiffres qui sont sortis sur le fait que les 0,01% d'ultra-riches payaient proportionnellement moins d'argent que les autres. Et c'est vrai qu'il y a un moment où il faut penser à un peu plus d'équité. Maintenant, c'est vrai que personne, collectivement, n'a envie que Bernard Arnault quitte la France, ni qu'aucun de ces grands patrons qui portent haut les couleurs de la France quitte la France, ça va sans dire. En tout cas, Bernard Arnault, que vous évoquez, il ne quitte pas 28 minutes. On va passer par un dessin de Pascal Gros. Oui, Bernard Arnault, qui veut absolument garder ses milliards. Je les ai mérités, je me lève tôt le matin. Merci Pascal. On va avancer, Frédéric, avec votre duel de la semaine. Ce duel, il oppose les deux hommes les plus puissants au monde, carrément. Oui, Renaud, à ma gauche, Donald Trump, 79 ans, président des États-Unis, bien sûr. À ma droite, Xi Jinping, 72 ans, son homologue chinois. Alors, les deux hommes se sont livrés un duel à distance cette semaine sur la question écologique. À la tribune des Nations Unies, Donald Trump s'en est pris aux éoliennes, qu'il a d'abord qualifiées de moulins à vent pathétiques, mais ça, ce n'était que le début, puisqu'ensuite, il allait beaucoup plus loin en rejetant même la réalité du dérèglement climatique. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. Évidemment, on savait déjà que Donald Trump n'était pas franchement porté sur les énergies renouvelables. On se souvient de son slogan « Drill, baby, drill » pour encourager à forer toujours plus de pétrole. Mais cette fois-ci, il a franchi un cap devant les dirigeants du monde entier avec ce discours climato-sceptique assumé. Le président américain, d'ailleurs, en a profité pour tacler les pays européens. D'accord, vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre. Très bien, résultat, vous n'avez plus d'entreprise et vous n'avez plus de jobs, a dit le président américain. C'est ce qu'il appelle l'escroquerie verte. Alors le lendemain,
Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a répondu en personne à Donald Trump, toujours à l'ONU, mais via un message vidéo. Évidemment, le président américain n'est pas nommé, mais l'allusion est transparente. 绿色低碳转型是时代潮流，尽管个别国家逆流而动，但国际社会应当把握正确方向。 Voilà pour la réponse, la Chine qui reste le plus gros pollueur mondial, mais qui effectivement, depuis 15 ans, a développé énormément les énergies renouvelables. Elle a couvert les zones désertiques, notamment du nord de la Chine, de panneaux solaires. Elle a construit beaucoup de barrages hydroélectriques également. Elle a désormais installé plus de capacités de renouvelables que l'ensemble du reste de la planète. Évidemment, derrière cette bonne volonté, il y a une stratégie économique, celle de réduire sa dépendance au pétrole, puisque la Chine est pauvre en hydrocarbures, elle doit donc en importer. Stratégie aussi de s'imposer comme la puissance de l'avenir qui maîtrise toute la chaîne de valeur, des minerais critiques jusqu'aux voitures électriques. Nesrine Slaoui, Donald Trump ne fait-il pas un immense cadeau à la Chine, comme ça, en lui laissant prendre le leadership sur la transition énergétique? Moi, ce qui m'attriste un peu dans ce débat, c'est qu'on a le déséquilibre montre qu'en fait, on est quand même loin du compte. C'est-à-dire qu'on a un recul majeur des États-Unis, une avancée minime de la Chine. On a l'impression du coup que la Chine fait beaucoup plus que ce qui est recommandé. Mais si on se pense par exemple sur le rapport du GIEC et les scientifiques, il faudrait réduire de 50%, donc de moitié la production mondiale en 2030. Ce que propose la Chine, c'est entre 7 à 10% jusqu'en 2035. On est très loin. De gaz à effet de serre. Oui, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc malgré tous les efforts qui vont être faits pour les énergies renouvelables, etc., on est quand même loin du compte. Et j'ai l'impression qu'en plus de présenter ça en duel, on a l'impression que les émissions américaines vont rester aux États-Unis et les émissions chinoises vont même s'accroître vont rester. Le pétrole. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire comme si on ne vivait pas sur un monde globalisé, qu'on était tous ensemble sur cette terre, et que c'était possible de réfléchir en émissions pays par pays. Philippe Manière, ce bras de fer diplomatique entre les États-Unis et la Chine, est-ce qu'il illustre aussi de la part de la Chine, la position de Xi Jinping, une façon d'étendre en quelque sorte son soft power aussi, parce qu'on va voir et on commence à voir des États se ranger sous la bannière chinoise. Ce qui est très fort avec les Chinois, ils sont très forts, hein, c'est que là, ils se donnent évidemment une bonne image, mais tout ça, ça sert leur intérêt. C'est-à-dire qu'en gros, à peu près tout ce qu'on installe dans le monde en énergie renouvelable est made in China. Oui. La quasi-totalité des panneaux solaires. On ne peut pas faire une éolienne sans avoir un certain nombre de terres rares qu'on ne trouve qu'en Chine, etc. Donc ils ont réussi, les batteries évidemment, ils ont réussi à joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de soft power, maintenant vous avez une Chine qui, n'oublions pas quand même, jusqu'à l'année dernière, ils ouvraient à peu près une centrale à charbon par semaine. Donc ce n'est pas non plus les amis du genre humain. Hein. Mais c'est vrai qu'ils sont très présents sur tous les renouvelables. C'est vrai que maintenant, par rapport à Trump, évidemment, ils ont l'air beaucoup plus engagés dans la transition. Mais tout ça, c'est pas seulement ad majorem Dei gloriam. Non, c'est pas une illusion, mais c'est qu'ils ont. Alors ça reste le premier pays émetteur au monde. Mais surtout, ils nous vendent, nous qui sommes les plus vertueux et qui portons ça en bandoulière, on achète tout en Chine. Donc le truc est vraiment assez génial. Et d'ailleurs, après le discours de Donald Trump, Isabelle Saporta, il y a le Premier ministre des Bahamas, cet archipel, qui a dit c'était extrêmement dangereux. Non, ça n'est pas une arnaque. Quand je vois l'eau monter, les tempêtes s'accumuler sur nos îles, il y a le risque effectivement que beaucoup de pays se rangent sous la bannière chinoise en disant c'est vous qui êtes réaliste aujourd'hui. C'est intéressant que vous parliez de ça parce que les deux dangers pour l'Occident d'après Donald Trump, c'est les migrants et les énergies renouvelables. Et en fait, effectivement, vous avez raison, il y aura des migrations au fait liées climatiques en fait à tous ces changements. Écoutez, je ne sais pas si les gens se rangeront derrière la Chine. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'au fond, on montre que la transition écologique est beaucoup plus efficace sous une dictature. Et donc ça, c'est vrai que c'est un vrai drame. Et que par ailleurs, on a raté totalement, nous, en Europe, le tournant de l'électrique. Donc effectivement, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit les batteries pour lesquelles on a investi des milliards, en fait, on est à la ramasse aussi, et pour les voitures électriques également. Mais vous allez voir que Pascal Gros va vous montrer qu'effectivement, ce sont les Européens les plus vertueux en la matière, n'est-ce pas Pascal? Oui, parce que si on fait un point, il y a 3 sortes de voitures. Maintenant, il y a le modèle américain thermique, le modèle chinois électrique, et le modèle européen, c'est qu'on a tous les moyens d'acheter une voiture. Merci Pascal. C'est maintenant l'heure de la une internationale. Heil Poutine, un titre provocateur, un salut fasciste. En couverture cette semaine, l'hebdomadaire italien de centre-gauche L'Espresso, le journal dresse un parallèle entre la faiblesse des réactions des Européens face aux avancées d'Hitler à la fin des années 30 et celle de la communauté internationale aujourd'hui face aux agressions de Vladimir Poutine avec l'annexion de la Crimée, puis l'invasion du reste de l'Ukraine depuis 2022. Philippe Manière, est-ce que ce parallèle vous semble pertinent, excessif ou carrément déplacé ? Est-ce que l'adéquation est parfaite ? Je crois qu'on ne peut pas le dire, mais est-ce que la comparaison a du sens ? Je crois que oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fois à raison de son fonctionnement interne, destructeur de toutes les libertés, etc.,
et de ses velléités impérialistes, son appétit territorial, en particulier de l'invasion de ses voisins, d'abord l'Ukraine, mais dans son esprit, ça n'est manifestement qu'un début. Je crois que la comparaison historique y compris pertinente, pour ce qui est de la réaction des Occidentaux, trop faible. Évidemment, j'allais y venir, c'est-à-dire que c'est ça, il y a un moment, les Occidentaux soit laissent faire les Sudètes, etc., et finissent par rentrer en guerre à propos de la Pologne quand ils ont déjà perdu une grande partie de la bataille, soit ils réagissent avant. On est très en retard, à mon avis. Il y a aussi un autre point, me semble-t-il, c'est que, comme vous savez, quand nous avons fini par déclarer la guerre à l'Allemagne, les Alliés, on s'est fait ramasser en 10 minutes par la supériorité technique des Allemands qui avaient pris un tournant que nous n'avions pas pris. Pourtant, je suis assez frappé, oui, comme vous savez, elle a été d'une utilité assez relative. Je suis assez frappé, là aussi, je pense qu'on peut filer une métaphore, c'est-à-dire qu'on voit, alors les Ukrainiens aussi, mais le conflit russo-ukrainien fait apparaître des nouveaux moyens de faire la guerre. Donc, pour faire simple, qu'on ne maîtrise pas, nous. Donc je trouve que c'est assez, en particulier les drones, la guerre cyber, etc. Donc je pense que la métaphore a vraiment du sens, et je pense que Poutine est à peu près aussi respectable qu'Hitler, pour être honnête. Et justement, en parlant de puissance militaire, Isabelle Saporta, on a vu cette semaine que l'Ukraine n'hésite plus à frapper les raffineries très loin dans le territoire russe, à plus de 1000 km du front. Donald Trump a encouragé d'ailleurs les Ukrainiens à être plus offensifs. À votre sens, est-ce qu'il y a un tournant qui est en train de s'opérer ? Volodymyr Zelensky dit à l'état-major russe: localisez les abris, les caves, parce que vous allez vous allez avoir à vous cacher dedans. Donald Trump, il dit aux Ukrainiens, allez-y, vous allez gagner. Il change totalement son discours, mais il nous dit à nous, allez-y, en fait. Il ne dit pas, j'y vais. Pour l'instant, il tweet, mais il ne change pas de politique. Il ne change pas de politique, mais change de surtout, communication. Il change de communication, et surtout, il dit à l'Europe d'y aller. Il s'est retiré de cette guerre, en fait. Donc c'est ça le problème qu'on a. Et donc j'entendais aussi le patron de l'OTAN, Mark Rutte, qui a dit, voilà, qui a commencé à être trumpiste en répondant de façon très dure aussi aux Russes, en disant, mais voilà, mais vous n'êtes plus rien, vous êtes Lavrov, vous êtes l'ancien ministre, vous êtes le ministre des Affaires étrangères depuis toujours, depuis la nuit des temps. Bon, on voit qu'on est dans une surenchère verbale qui, pour le moment, n'est pas suivie des faits, sauf effectivement les Ukrainiens qui sont très seuls. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Ukrainiens peuvent gagner, et est-ce que collectivement nous pouvons gagner cette guerre sans les États-Unis? Parce qu'en fait, c'est ça la vérité. Moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi le rapport au langage et à la vérité. C'est-à-dire qu'avec des autocrates belligérants comme Poutine, Trump et dans une autre mesure Netanyahou en Israël, on a vraiment un problème du rapport à la vérité, au langage, et avec ce discours-là très belligérant. C'est-à-dire de s'imaginer tout le temps conquérir d'autres espaces. Même les États-Unis, maintenant Trump aussi, menacent certains voisins. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette volonté aussi de s'étendre et de recréer des espèces de puissances comme ça nationales en envahissant l'Ukraine pour la Russie. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment aussi ce que ça dit du langage, et ce qui y a peut-être le parallèle avec les années 30, c'est cette forme de propagande politique, un discours qui vient appuyer en fait toutes ces velléités-là. Et Pascal Gros aussi est inquiet, Nesrine, n'est-ce pas, Pascal? Et oui, Poutine, un nouvel Hitler, tout ça est très anxiogène. J'ai peur de la guerre, j'aimerais retrouver ma petite peur tranquille du réchauffement climatique. Merci Pascal. Marjorie, c'est à vous. Voici maintenant votre point com de la semaine. Et ce soir, ce point com, c'est l'histoire d'un escalator qui a fait à Donald et Melania Trump le coup de la panne. Oui, l'engin est devenu la star de l'ONU, et voici pourquoi. Mardi, quelques minutes avant de faire son discours, le président américain et sa femme Melania se sont engagés pour prendre l'escalator, vous les voyez. Sauf que ce dernier s'est subitement arrêté, obligeant donc le couple à finir à pied. Un incident qui aurait pu passer presque inaperçu, mais c'est mal connaître Donald Trump, qui a un goût immodéré pour l'exagération. Regardez. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. Voilà, ça c'est pour l'étape numéro 1. Étape numéro 2, sur le réseau Truth Social, le président n'y est pas allé de main morte non plus. Il dénonce un triple sabotage. Et oui, car en plus de l'escalator, il y aurait eu aussi un problème de prompteur et de son, cette fois-ci pendant son discours. Ce n'était pas une coïncidence, dit-il, c'est un triple sabotage, c'est une honte. J'envoie une copie de cette lettre au secrétaire général des Nations Unies et j'exige une enquête immédiate. Alors, de son côté, dans un communiqué, l'ONU déclare avoir effectivement lancé une enquête et se dit prête à coopérer en toute transparence.
Alors cette réaction un petit peu disproportionnée de Donald Trump, elle a beaucoup amusé les internautes. Trump déclare la guerre à un escalator, nous disent-ils. Comment ? Eh bien, en envoyant des missiles sur tous les escalators du Canada et des États-Unis. Regardez ce qui va se passer. Bam, une petite explosion et tout est résolu. Même l'escalator a préféré se suicider plutôt que de porter Trump, nous dit un autre internaute. Pour certains, ça va même encore plus loin. L'escalator serait carrément devenu un négociateur de poids sur la scène internationale. Qui peut arrêter Trump, nous dit le dessinateur truand que l'on connaît bien à 28 minutes. Eh bien, visiblement, encore une fois, l'escalator. Alors, autre idée qui a aussi été générée sur les réseaux sociaux, nommer l'escalator et le prompteur pour le prix Nobel de la paix. Pourquoi pas, après tout. Alors, de son côté, Donald Trump, il a indiqué avoir diligenté une enquête des services secrets. Mais évidemment, vous vous en doutez, avec toute cette agitation, eh bien, la machine s'est emballée chez ses soutiens. Sur Fox News, par exemple, la chaîne conservatrice pro-Trump, un commentateur parle carrément d'insurrection. Il suggère de quitter l'ONU, voire de la bombarder. Une sorte de blague qui n'est pas vraiment passée et on comprend pourquoi. Mais surtout qu'au final, c'était pas de la faute de l'ONU. Oui, c'était pas un sabotage, mais une erreur de sa propre équipe. Le bouton d'arrêt en fait de l'escalator aurait été actionné sans faire exprès par un vidéaste de son équipe qui était situé juste devant lui sur l'escalator. Quant au prompteur, l'ONU rappelle qu'il est directement géré par les équipes de la Maison-Blanche. Nesrine Slaoui, quel était l'objectif en fait, de Trump avec toute cette espèce de chambardement qui a eu lieu? Est-ce que c'était, encore une fois, de jeter le discrédit au final sur l'ONU? Mais je crois que ça montre surtout qu'il est mégalomane. Enfin, c'est-à-dire que qui ferait toute une histoire comme ça pour une affaire d'escalateur qui ne monte pas? Enfin, il n'y a rien de très grave de monter à pied une machine bloquée. Donc je pense que ça dit surtout beaucoup de lui et du fait qu'il ne supporte pas, c'est ça aussi la réalité, il ne supporte pas l'affrontement. En fait, il ne supporte pas qu'on le remette en cause dans son pouvoir. Moi, je trouve ça même assez ironique que ce soit un escalateur qui l'empêche de monter, alors qu'il y a tous les verrous institutionnels aux États-Unis qui l'ont laissé être réélu malgré tous les procès qu'il a eu aux États-Unis. Donc ça montre aussi, en réalité, c'est aussi ça. C'est-à-dire que il ne supporte pas, Trump dans ce cas-là, il ne supporte pas d'être remis en cause. Alors même, par exemple, si je donne un exemple d'Emmanuel Macron, quand il est parti reconnaître la Palestine à New York, il y a eu un problème aussi avec la sécurité, mais on n'en a pas fait toute une affaire d'État. Donc Trump, il a aussi cette capacité-là de considérer qu'il est remis en cause dans sa politique. Moi, ça m'est arrivé dans le RER avant-hier, j'étais très en colère. C'est très énorme. Moi, ça me rend dingue, les escalators. Enfin, ça, après, c'est notre psyché personnelle, on va peut-être pas embêter tout le monde avec... Mais non, le sujet, c'est ça. Enfin, moi, ce que vous avez dit est vrai, évidemment, mais au-delà, il y a ce côté clownesque permanent, enfin, qui devrait apparaître comme ridicule à tout le monde, mais qui n'apparaît plus ridicule qu'à une petite partie de nos concitoyens, enfin, des habitants de cette planète, parce que tous les autres achètent ses manchons. C'est-à-dire, lui, en fait, il se met en scène comme étant bloqué délibérément parce qu'il est le porteur de la vérité. C'est-à-dire, c'est pas étonnant qu'on me bloque avec cet escalator, puisque moi, je suis celui qui dit la vérité, et on veut me faire taire avec le prompteur. Il y a aussi l'histoire géniale des micros. Il dit, je me suis rendu compte que personne n'entendait. Bah, évidemment, puisque comme chacun entend dans sa langue, il n'y a pas de sonorisation de la salle. Enfin, à la fois, ça fait des mois qu'il s'en prend à l'ONU, d'ailleurs. Bien sûr, donc ça lui permet de redire du mal de l'ONU et ça lui permet de se présenter, c'est une posture qu'il adore, comme étant le détenteur de la vérité qu'on veut faire taire, une personne persécutée par tous les moyens, y compris l'escalator. C'est vraiment ça. Moi. Oui, enfin, il n'empêche qu'on lui en veut quand même à Donald Trump, n'est-ce pas, Pascal Gros? Absolument. Un sabotage honteux à l'ONU, mon prompteur affiche n'importe quoi, lisez les rapports de Merci Pascal. Frédéric, on va enchaîner avec l'autre actualité de la semaine. C'est la condamnation de Nicolas Sarkozy, qui sera donc bientôt le premier ancien président de la République incarcéré. Oui, et qu'il semble loin le temps où les responsables politiques refusaient de commenter les décisions de justice par respect pour la séparation des pouvoirs. Hier, après l'annonce de cette condamnation, plusieurs personnalités de droite et d'extrême droite ont pris la parole pour dénoncer la décision du tribunal. Un jugement politique, fustige par exemple François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR. Nicolas Sarkozy, qui a fait appel de cette décision, estime que la condamnation pour association de malfaiteurs est d'une gravité extrême pour l'état de droit. Nesrine Slaoui, un ancien président devrait-il dire cela ? Absolument pas. Et je trouve même que ça revient à ce qu'on disait sur les dérives du langage en politique et la manière même trumpienne de parler de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation qui est une bonne chose pour notre démocratie et qui est pour notre système judiciaire, qui montre justement que personne n'est au-dessus des lois. Et on a, encore une fois, un ancien chef d'État qui contredit en disant qu'il a été ciblé injustement par la justice pour le faire taire, etc. Et c'est une remise en cause de notre état de droit. Ça montre au contraire, à l'inverse de ce que dit Nicolas Sarkozy, ça montre au contraire que notre état de droit fonctionne plutôt bien, en réalité. Et je pense que même
un événement comme celui-ci, une condamnation comme celui-ci, peut aider une partie de la classe, des Français à renouer avec la classe politique. Dans le sens où il y a quand même une confiance qui s'est étiolée avec le temps, l'impression qu'ils étaient au-dessus des lois et qu'ils n'étaient jamais jugés lorsqu'ils pouvaient commettre évidemment des infractions, des délits, voire même des crimes. Et donc c'est important aussi, aux yeux de la population, d'avoir cette reconnaissance-là. Alors Nicolas Sarkozy lui dit qu'il est maltraité par cette décision, qu'il bafoue à ses yeux l'état de droit. Isabelle Saporta, je précise d'ailleurs que vous êtes l'éditrice, vous avez été l'éditrice de Nicolas Sarkozy, que vous avez vu d'ailleurs en début de semaine, je crois, un mardi. Comment est-ce que vous appréciez cette défense de l'ancien chef de l'État? Est-ce qu'à vos yeux, il est, entre guillemets, victime d'un traitement de défaveur, j'allais dire, d'une justice partisane? Alors, pour bien connaître le président Sarkozy, s'il y a quelqu'un qui n'est pas une victime sur cette terre, c'est bien lui. Donc ça, je ne le définirai jamais comme tel. Et d'ailleurs, au fond, il est dans l'exercice... En tout cas, il se plaint. Oui, mais enfin, pas victime, mais c'est vrai que... Il se plaint d'un traitement injuste à ses yeux. Est-ce que c'est légitime ou pas, d'après vous? Moi, j'aborderai pas... Enfin, permettez-moi, j'aborderai pas la question comme ça. En fait, la question qui se pose, c'est... Effectivement, il a été relaxé des 3 de 4 chefs d'accusation. Le recel de fonds publics libyens, la corruption passive, le financement illégal. Et il restait, au fond, l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, en droit, c'est un peu la voiture balai, c'est un peu le filet dérivant qu'on met en place quand on n'a pas vraiment eu autre chose. Et donc, au fond, là, l'association de malfaiteurs, c'est quoi? C'est l'intention, au fond, de laisser faire ses propres équipes, en l'occurrence Claude Léant et Brice Hortefeux, de la corruption et du Parce qu'ils n'ont pas réussi à justifier leur déplacement à Tripoli, leur rencontre avec des hauts dignitaires, il y a de l'argent qui est sorti de Libye. Et qu'il y a 500 000 euros, effectivement, en cause de la part de Claude Guéant, mais en tout cas, il n'y a aucune... en tout cas, les juges expliquent, dans 380 pages qui sont très étayées, qu'effectivement, le lien ne peut pas être fait avec le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est la disjonction entre, au fond, ces 3 relax et la peine, et surtout, au fond, le mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est quoi? Avec l'exécution provisoire, c'est le fait qu'effectivement, le président de la République, l'ancien président de la République, va aller en prison. Et si vous voulez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, c'est ça qui m'inquiète, au fond, plus que la question de Nicolas Sarkozy. C'est, si vous voulez, la petite musique qui monte, et qui a certainement aucun sens, etc., entre d'un côté, effectivement, une partie des gens qui considèrent que pour, par exemple, le policier qui s'est fait rouer de coups à Tourcoing, les mineurs ne se sont pas retrouvés emprisonnés, et que l'ancien président de la République va se retrouver emprisonné. Ce pas les mêmes faits. Nicolas Sarkozy a déjà été condamné dans d'autres affaires. Ça n'a rien à voir, sauf que cette musique, vous l'entendez comme moi, et qu'elle met en danger l'état de droit. Vous avez évoqué en tout cas un sujet, une question au sein de ce jugement qui fait polémique, c'est la fameuse mesure d'exécution provisoire, qui n'intéresse pas que Nicolas Sarkozy, Frédéric. Oui, c'est-à-dire que la peine est effectuée, peine de prison, avant la tenue d'un nouveau procès. Marine Le Pen elle-même avait été condamnée par une exécution provisoire, cette fois-ci pour inéligibilité. Et l'ancienne candidate du Rassemblement national a volé au secours de Nicolas Sarkozy après cette condamnation. L'état de droit, c'est ce qui protège précisément les justiciables par rapport à l'arbitraire. L'inéligibilité avec exécution provisoire en ce qui me concerne, le mandat de dépôt en ce qui concerne Nicolas Sarkozy, c'est une sorte de rupture, je trouve, avec les grands principes de notre droit et avec le premier de ces grands principes qui est la présomption d'innocence. Et Gérard Larcher, également le président du Sénat, estime qu'il y a de plus en plus de questions sur ces exécutions provisoires de peine avant le procès en appel. Philippe Manière, ça fait partie des questions que vous posez aussi. Si vous voulez, les juges disent le droit. Alors peut-être qu'ils sont contents de le faire. On a observé en particulier qu'une des magistrates avait manifesté contre Sarkozy, etc. Peut-être qu'ils ont qu'ils mènent des batailles personnelles, qu'ils sont motivés pour d'autres raisons que des raisons juridiques. Mais j'allais dire, c'est du second ordre. Chacun d'entre nous, toute la journée, peut être de bonne humeur, de mauvaise humeur. Ce qui compte, c'est pas ça. La question est de savoir, est-ce que les magistrats disent le droit? Le droit qui est défini par les élus, par les parlementaires, qui ont voté la loi. Voté par les parlementaires. Voté par la loi. Et puis ensuite, il y a le règlement. Mais il y a un corpus. Est-ce que les magistrats disent le droit? Je crois qu'en l'occurrence, la réponse est oui. Voilà. Encore une fois, probablement qu'une d'entre elles, en tout cas, est très heureuse de cette condamnation et qu'elle aurait été très fâchée de ne pas arriver à le condamner. Mais c'est un autre sujet qui n'a pas d'importance. Ils ont, les magistrats, dit le droit. Maintenant, est-ce que ce droit est satisfaisant? Moi, je ne crois pas, parce que je suis frappé, effectivement, que sur les principaux chefs d'accusation, il y a eu exonération extrêmement motivée. On ne peut pas prouver que, on nous a dit que, en gros, tout ce qui était dans Mediapart ne vaut pas tripette, pour faire simple sur les 3 premiers chefs d'accusation. Les termes sont c'est probablement faux. Sauf le déplacement en Libye de plusieurs proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy. Effectivement, ce délit qui est, alors je lisais, je crois que c'est dans Le Point,
un professeur de droit qui disait c'est un délit chewing-gum, c'est-à-dire qu'on en fait un peu ce qu'on veut. Bon, moi, je ne suis pas suffisamment juriste pour savoir si je suis chewing-gum ou pas juriste. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que je trouve qu'il y a un problème, même si c'est le droit aujourd'hui, parce que vous me posez la question, il y a un petit sujet dans le fait qu'on puisse être condamné pour association de malfaiteurs. C'est le droit, alors qu'il n'y a pas de lien direct qui a pu être établi. Pour être très honnête, c'est que les preuves sont là. En fait, non, justement pas. Là, c'est l'interprétation. Non, pardon. Non, c'est pas une interprétation. C'est la lecture du code. Ce délit, il n'y a pas besoin de preuves. Il faut juste que, en gros, ce qu'ils disent, c'est l'intentionnalité soit matérialisée. C'est presque impossible que ces rencontres aient eu lieu sans qu'il y ait eu d'intention. Il y a eu des faits qui ne sont pas des preuves, mais qui. Mais il n'y a pas de preuves. Donc, encore une fois, dans un pays de droit, il faut respecter le droit. Mais on peut se poser la question là-dessus et aussi sur l'exécution. En fait, là, on en vient. Je viens de dire exactement le contraire. Les juges ont dit le droit. Si je résume, et puisque la question c'est est-ce que le droit est ce qu'il devrait être, moi je pense que dans un pays de liberté publique, on devrait plus respecter effectivement non pas la présomption d'innocence, mais la liberté de quelqu'un qui ne nuit pas en attendant la deuxième instance pour répondre à votre question. Et je pense que ce délit n'est pas complètement conforme à l'idée que je me fais des grands principes du droit. Bien, l'état de droit, le jugement, ce qu'il est. Si je vous suis bien, l'état de droit a été respecté, mais on peut s'interroger sur l'état du droit. Non, pour contraire. L'état du droit a été respecté, mais je ne crois pas qu'on respecte ce qu'on appelle un état de droit respectueux des libertés publiques. On va résumer ça. Vous allez voir, un dessin de Pascal Gros va nous résumer ça. Va nous résumer ça parfaitement, n'est-ce pas, Pascal? En tout cas, Sarkozy en prison, vous serez bien, vous serez dans l'aile droite, on l'appelle comme ça, parce qu'on y met tous les anciens de l'UMP. Merci Pascal. Alors on va enchaîner avec vos photos de la semaine. Vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet à l'actualité de la semaine. On va changer radicalement de sujet. On va commencer avec vous, Philippe Manière, avec votre photo. Nous sommes au Danemark et ce sont donc des drones de provenance inconnue à ce stade qui survolent le Danemark, comme d'ailleurs ils l'ont fait dans les ciels d'autres pays de l'Est de l'Europe. Il y a eu des drones dans plusieurs pays, il y a eu des chasseurs russes, pour le coup, là, il n'y a pas de problème d'imputation, comme on dit, puisque c'était des chasseurs russes qui ont pénétré l'espace d'un des pays baltes pendant 12 minutes. Je crois que tout ça montre que cette guerre en Ukraine, cet impérialisme russe, ça n'est pas le sujet de l'Ukraine seulement, c'est notre sujet. On le voit bien. Le Danemark, Copenhague, c'est Paris, quoi. Un jour, peut-être, on l'aura à Paris. Et on voit bien que c'est à la fois pour essayer de nous faire peur, c'est pour montrer que nous sommes tous atteignables, mais je pense que ce qu'il faut qu'on comprenne, nous, même si on décrypte les intentions, c'est que cette guerre, c'est la nôtre, et qu'il n'y a pas de partie de l'Europe occidentale qui est à l'abri. Merci Philippe Manière. On va enchaîner avec votre photo, Isabelle Saporta. Il s'agit donc du procès en cours de Cédric Jubilard, qui est accusé d'avoir assassiné sa femme, dont on n'a pas retrouvé le corps. Moi, ce qui me fascine, c'est la fascination qu'on a tous pour ces faits divers, en fait, épouvantables. Et au fond, on a tous envie de les suivre. On a envie de savoir. On n'a pas retrouvé le corps, mais on a tous suivi les indices. On a entendu la nouvelle petite amie qu'il a laissée depuis, Jennifer, à qui il a expliqué, au fond, comment il avait étranglé sa femme. On sait qu'il a dit auprès de sa mère que, voilà, il savait faire le crime parfait. On n'a pas de corps, on ne sait pas, on n'a pas d'ADN. Tout ça est vraiment... Merci Isabelle Saporta. Et on va conclure avec votre photo, Nesrine Slaoui. Comment ça se chante déjà? Et Ousmane Ballon d'Or, c'est ça, non? Donc Ousmane Dembélé dans les bras de sa maman lors de la remise du Ballon d'Or. On parle tout le temps du monde qui va mal et moi je voulais parler d'une image qui m'a fait du bien cette semaine. J'ai trouvé que c'était un moment très touchant. Je ne vais pas du tout vous parler de football et vous dire que la seule chose que je sais, c'est qu'il marque aussi bien du pied droit que du pied gauche, mais ça s'arrête là pour mes connaissances. C'est déjà très fort. Moi, j'aurais pas pu dire ça. Vous voulez dire qu'il est très en même temps, en fait. Je pense pas que ce soit sa vision du monde. Fait de la politique de tous, homme-là. Mais j'ai trouvé que c'était très mignon parce qu'en fait, il a rendu hommage à sa maman, à ses sacrifices, à tout ce qu'elle a fait pour lui, pour le regarder briller. Elle est montée spontanément sur scène. Ils se sont fait un câlin. Je pense que ça a parlé à beaucoup de Français issus de l'immigration, ces sacrifices que font nos mamans et qui après nous regardent et nous applaudissent avec les yeux embués. Donc voilà, moi j'ai été touchée par cette image et j'avais envie de la partager avec vous. Vous avez eu raison, Nesrine, de la partager avec nous. Merci à vous. Un dessin de Pascal Gros qui se rapporte à la photo qui a été choisie par Philippe Manière. Oui, les Danois sont cernés, ils ont les Russes à l'est et les Américains au Groenland. Donc pas facile. C'est pas faux. Merci Pascal. Allez hop, tous à bord. On va maintenant partir à l'aventure, voguer sur les mers du Sud avec notre invité de la semaine, à l'assaut de la France australe, que l'historien Bruno Fulini, bonsoir, bienvenue, nous fait découvrir dans ce superbe livre paru aux éditions Alary. Les îles Kerguelen, Crozet, Saint-Paul, Tromelin, des paysages assez hostiles, des rochers battus par les vents, plantés à l'autre bout du monde, peuplés de
milliers de manchots, d'éléphants de mer, mais d'une poignée d'êtres humains. Qu'est-ce qui vous attire, Bruno Fuini, du côté de ces TAF, hein, donc les terres australes et antarctiques françaises? C'est pas hyper touristique, hein, c'est pas vraiment accueillant comme endroit. Alors, ce n'est pas du tout touristique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tourisme là-bas. Il faut y aller parce que vous êtes missionné par les TAF. Hein, les TAF, les Terres australes et antarctiques françaises, c'est une administration. C'est le dernier des TOM, territoire d'outre-mer. Il n'y a pas de population ni indigène, ni stable. Il y a une poignée de scientifiques, techniciens, militaires qui assurent une présence constante, mais en fait avec du personnel qui est renouvelé. En revanche, ça n'est pas touristique, mais c'est magnifique. Ce sont des territoires extraordinaires. Moi, il me fascine depuis toujours. Simplement, quand on est un historien sérieux, il faut aller sur place. C'est votre cas. Vous êtes un historien sérieux. J'essaie. Bien sûr. On vous connaît. J'ai juste fait 13 000 km en mer. Donc vous étiez missionné, effectivement, aussi. Voilà, parce qu'il faut savoir que 2025 est le 70e anniversaire de la loi de 1955 qui a créé les TAF. Et à cette occasion, j'ai voulu faire ce qui n'avait jamais été fait, c'est-à-dire un livre qui rende compte de l'ensemble de ces territoires. Parce qu'ils sont complètement éparpillés. Il y a des îles tropicales autour de Madagascar, vous les avez citées, hein, Europa, Bassas d'Aïdia, par exemple, les Glorieuses, Tromelin. Il y a les îles australes, comme les Kerguelen, qui sont des îles froides en allant vers l'Antarctique. Et puis, la France revendique même un secteur du continent antarctique qu'est la Terre Adélie. Tout ça, c'est gigantesque. C'est pas loin de 440 000 km² de terre et de banquise. C'est 2 300 000... L'importance stratégique, c'est en fait plus les mers que les îlots en question qui sont importants pour la présence française. Ah bah, les deux sont importants parce qu'en fait les mers c'est ce qui entoure ces îles, mais c'est vrai que quand vous avez un îlot complètement perdu, ce sont des centaines de milliers de kilomètres carrés autour qui se trouvent sous la protection de la France en fait. Marjorie. Et donc pour la première fois, pour réaliser cet ouvrage, vous avez eu accès à toutes sortes d'archives qui sont sur place. Qui sont sur place. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement justement dans ces archives? Ce qui est extraordinaire, d'abord, c'est les premiers documents, ceux des fondateurs. C'est-à-dire que c'est à partir de 1949 que vous avez des gens qui débarquent, il faut imaginer, hein, dans des territoires où il n'y a strictement rien. Et donc, par des vents qui font 100, 120, 150 km/h, ils commencent par construire des tentes, puis des cabanes en bois, plus tard des abris en dur. Et puis, comme ce sont des fonctionnaires organisés, ils font des rapports. Et donc, on a des rapports tapés à la machine mécanique par des toutes petites unités de quelques dizaines d'individus à des milliers de kilomètres de toute terre habitée qui racontent dans leur rapport s'il n'y a rien, ni personne et il ne se passe rien. Il se passe beaucoup de choses justement. Le vent souffle. Si vous arrivez au milieu d'une manchotière de 30 000 manchots, qu'est-ce que vous faites? S'il y a devant vous des éléphants de mer qui pèsent 2 tonnes et qui menacent de vous sauter dessus, comment vous vous organisez? Comment vous vivez avec ces animaux-là? Et puis surtout, ce sont des terrains d'études, évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'au tout début, il y avait aussi des grands projets de bases aériennes, de bases stratégiques qui, heureusement, n'ont jamais vu le jour. Il a même été question à un moment d'utiliser les Kerguelen pour des essais nucléaires. Heureusement que ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, ce sont des bases scientifiques avec, comment dirais-je, des gens très, très motivés qui étudient la faune, la flore, l'ionosphère, le climat, tout. Frédéric. Vous êtes historien de la vie parlementaire, hein, pour l'essentiel. Est-ce que c'est le climat politique irrespirable en ce moment qui vous a donné envie d'aller loin comme ça? Vous avez une œuvre considérable sur les débats parlementaires. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, puisque les TAF, il n'y a ni députés, ni sénateurs, ni même élus locaux. Donc c'est un des rares territoires français qui ne soit pas représenté, même au Sénat. Mais il faut savoir que ce qui a créé les TAF, c'est quand même un débat parlementaire. Il y a eu la loi de 55 que j'évoquais. Et puis avant, en 1949, comme c'était des territoires qui étaient français sur le papier, mais où personne n'allait, en fait, il y avait un risque important que les Soviétiques ou les Américains ou les Sud-Africains s'en emparent. Et il y a eu un député, un monsieur Louis Rollin, qui a suscité un débat, qui a proposé une résolution pour obliger le gouvernement à prendre pied là-bas. Et la résolution a été votée en 1949 à l'unanimité. Comme quoi c'est possible, des communistes aux gaullistes, tout le monde l'a voté. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas une population énorme, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a vraiment une poignée d'individus, mais il y a un langage quand même, il y a une langue, le tafien. Le tafien. C'est un mélange de créole et de breton, c'est ça? Vous parlez tafien? On peut dire des mots tafiens. En fait. Par exemple, je reviens de Paf. Paf, c'est Port-au-Français. Et donc, les habitants de Paf, ce sont des Pafiens. Port-au-Français étant la capitale des Kerguelen. Et tout ce qui a trait à Kerguelen comporte le préfixe ou le suffixe Ker. Vous dites pas le pompier, vous dites Pimpon-Ker. Vous dites pas l'hôpital, vous dites Samu-Ker. Moi, j'ai passé des moments extraordinaires à Bibliocaire, qui est la bibliothèque des Kerguelen, qui est une ancienne tour météo en bois, un bâtiment étrange, magnifique, qui craque sous l'effet du vent et qui est rempli de tous les classiques de la littérature mondiale. Que demander de plus?
plus, même si on est au milieu des glaces. Merci mille fois Bruno Fini. Il faut donc partir aussi à l'aventure, visiter ces tafs. Hein. Peut-être d'ailleurs que votre passage chez nous ce soir aura donné l'envie aussi peut-être à quelques promoteurs d'installer des hôtels. Je plaisante, bien sûr que non, j'espère que non. Non. Voilà, il faut donc lire ce voyage en France australe aux éditions Alary. Tout de suite, un petit cadeau de notre ami Pascal Gros. Et oui, les aventures des îles lointaines françaises, tandis que la droite veut envoyer les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon, et la gauche veut envoyer les malfaiteurs au Tergalen. Merci Pascal, merci Bruno Fini. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre ami David Castello-Lopez, en vrai sur le plateau. Le voici. Bonsoir David, bonsoir. Bienvenue à vous. Chaque semaine, vous venez donc nous parler d'un objet, d'une chose, vous vous posez des questions que pas grand monde, à part vous, ne se pose, et vous y répondez à votre façon assez absurde, il faut bien le dire, ne le prenez pas mal. Votre chronique s'appelle « Le monde des choses ». Le monde des choses, le monde des choses. Et ce soir, David, vous allez nous parler de camions. Oui, vous savez, vous savez peut-être pas, mais je suis né au début des années 80 et comme tous les petits garçons de mon âge dans le monde occidental, j'ai été confronté très très tôt aux camions sous la forme de jouets. Et je les adorais et je faisais vroom vroom comme tous les enfants du monde. Et bien sûr, quand dans la rue je voyais un vrai camion, c'est-à-dire un camion non pas miniature mais de la taille d'un camion, là il y avait une extase totale, comme si le monde magique des jouets s'incarnait dans la réalité, comme si après avoir joué des heures avec une licorne en plastique de la taille de ma main, je tombais nez à nez dans la rue avec une vraie licorne grandeur nature. Mes camions préférés, c'était les semi-remorques. Tout simplement parce que c'était les plus gros, les plus imposants, les plus lourds. Mais dès ce moment-là, je me suis rendu compte de quelque chose de vaguement triste avec les semi-remorques. Je m'explique. Ça, ce que je prends ici, le beau camion. C'est un semi-remorque. Okay, enfin, c'est un modèle réduit de semi-remorque. Oui, c'est pas un vrai camion. C'est un vrai camion. Voilà. Un 32e. Vous voyez à quel point il est majestueux, à quel point il respire l'équilibre, la puissance, l'efficacité. Et la pollution. Mais si tout à coup, j'enlève la remorque, regardez-moi ce qui me reste. Un être difforme avec une énorme tête et un corps minuscule. Comme un bodybuilder qui aurait travaillé que le haut. Le visage de Jean Gabin sur un corps de fillette. Et j'ai vu très vite que ce physique disgracieux était une spécialité européenne. Parce qu'aux États-Unis, les semi-remorques, ils ressemblent à ça. Regardez, je montre, ils ont un nez, si vous voulez. Ils ont un nez qui les rend tout à fait respectables, même quand ils n'ont pas de remorque, comme c'est le cas ici. Alors pourquoi cette différence de visage entre les camions européens à droite et les camions européens à gauche, et américains à gauche, pardon? Eh bien, entre autres parce qu'en Europe, contrairement aux États-Unis, il y a des lois qui limitent la taille des camions. Donc plus le tracteur est long, ça s'appelle le tracteur, plus le tracteur est long, moins la remorque peut être longue. Du coup, on essaye de réduire le plus possible la taille des cabines pour pouvoir maximiser la taille de la remorque, et ça donne ces visages disgracieux. 35 ans plus tard, j'ai toujours une tendresse pour les camions, et donc pour mieux les observer, je suis allé le week-end dernier aux 24 heures du Mans Camion, événement qui a lieu chaque année dans la ville du Mans, sur le circuit des 24 heures du Mans. Alors, petite digression, quand je suis arrivé au Mans, j'ai vu écrit MMA partout, MMA zéro blabla, zéro tracas, et je ne comprenais pas vraiment pourquoi, jusqu'à ce qu'on me dise que les 2 M de MMA, ils veulent dire mutuelle du Mans, du coup c'est logique qu'au Mans, il y ait les mutuelles du Mans. Peut-être que vous le saviez, pas moi, et j'ai été content de l'apprendre. Et puis, je suis arrivé sur le circuit, et là, je les ai vus, mes amis d'enfance, avec leur énorme tête et leurs toutes petites fesses. Alors, minuscule déception, quand même, contrairement aux 24 heures du Mans normal, les 24 heures du Mans camion, ce n'est pas une course de camion qui dure 24 heures. C'est plein de petites courses de camions, les unes après les autres, mais c'est quand même assez impressionnant, parce que ces camions, ils ont beau être un peu lourdeaux par essence, ils peuvent aller quand même à 160 km/h. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ils vont à cette vitesse. Ah oui. C'est fou, hein? Ils vont à cette vitesse parce qu'ils ont des moteurs de plus de 1000 chevaux contre 500 à peu près pour des camions normaux. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans le développement durable, hein, vous le disiez tout à l'heure, mais ça tape. Après, ces courses de camions, elles ont quand même quelque chose de comique. C'est drôle. Et au début, j'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était drôle, mais j'ai réfléchi et je crois que j'ai compris. C'est drôle parce que normalement, la raison d'être de ces camions, c'est de transporter des marchandises pour les livrer le plus vite possible. Donc quand on leur enlève
enlève ces marchandises, les camions, ils perdent leur raison d'être de camion et surtout, ils perdent toute raison d'aller vite. Aller vite, pourquoi? Pour se livrer eux-mêmes. Et donc, quand on les voit bomber à 160 km/h sur un circuit, il y a un côté délicieusement absurde que personnellement, j'adore. Alors en sortant, j'ai fait un petit tour à la boutique des 24 heures du Mans camion et j'en ai acheté un pour vous. Regardez Renaud. Alors c'est un petit, ça c'est du 1,87e, vous voyez, c'est un peu petit et comme ça vous pouvez faire vroom vroom. Vroom. Ouais. Merci beaucoup. Oui, pardon, la remorque. Non mais c'est pas la taille qui compte, c'est l'intention de toute façon. Merci beaucoup. Un petit merci beaucoup David, c'était formidable. Merci. Rentrez bien et ça va pas être simple à garer a priori, mais bon. Non, voilà un 33 tonnes. Un dernier petit dessin de notre ami Pascal Gros, un conseil tourisme pour ce week-end. Oui, la météo de ce week-end, vous allez pouvoir visiter les terres australes et antarctiques françaises sans bouger de chez vous. Merci Pascal, merci David, merci à tous les amis. Merci. On se retrouve demain à la même heure, 20h05 sur Arte pour 28 minutes samedi et son club international. Comme toujours, on va se quitter en musique avec un double clin d'œil à notre invité de la semaine qui nous a fait découvrir il y a quelques minutes la France australe, peuplée de manchots, mais aussi à l'actualité politico-judiciaire du moment. On va donc écouter Carla Bruni-Sarkozy, le pingouin. Tchuss. C'est le pingouin que l'on aperçoit tout matin, les bras ballants, le pingouin, les bras ballants mais l'œil hautain, car il prétend, le pingouin, être sûr de ce qui est certain. Il est savant, ce pingouin, il a étudié son latin et son accent, le pingouin, mais quand il parle on n'entend rien, il bouffe ses mots, le pingouin, il cause comme on perd son chemin, ni laid ni beau, le pingouin, ni haut ni bas ni là ni loin.